Violette Leduc a écrit une dizaine de romans empreints de métaphores, de lyrisme et de sensualité. Elle alterne des images surréalistes et des détails réalistes. Ayant fréquenté Genet, Sarraute, Sartre, elle n'appartient à aucun courant, aucune école. Ses phrases sont souvent saccadées, assez courtes, à la fois emplies de poésie et de mélancolie. Elle a le sens du détail vif et rapide. Dans l'Asphyxie, relatant son enfance à Arras et sa relation avec sa mère de fiction, elle écrit par exemple « Elle me fixait, c'était bleu et dur ». L'affamée est le roman de sa passion dévorante pour Simone de Beauvoir. Le style devient baroque, quasi hallucinatoire, énumérant cette fois dans un déluge de mots tout ce qu'elle ressent pour Simone de Beauvoir en s'attachant aux moindres détails. Son œuvre est aussi caractérisée par un dialogue avec des objets, une fusion avec la nature ou encore une grande finesse psychologique. Elle est notamment très lucide et honnête quant à sa tendance à l'auto-apitoiement et sa propension à vouloir susciter la compassion. Comment rendre hommage à cette langue romanesque à la fois poétique et crue dans une adaptation théâtrale? Comment passer du roman au théâtre en gardant toute cette particularité de la langue de Violette Leduc? Cela a été un vrai défi pour Marie Fortuit, qui a décidé d'alterner entre les dialogues et la narration. Au plateau, on a du théâtre-récit et des dialogues. Dans la direction d'actrice, Marie Fortuit a travaillé à brouiller les frontières pour que la narration, théâtre-récit, dans une adresse directe au public, soit parfois indissociable de l'incarnation des personnages. Ainsi, dans leur jeu, les comédiennes peuvent tout autant enflammer leur discours dans la narration. Le public se laisse alors transporter dans une fiction où récit et dialogue ne semblent plus tout à fait distincts. Ainsi, dans une sorte de pacte implicite, on fait accepter aux spectateurs et spectatrices l'entremêlement d'une action à la fois jouée et racontée. Il s'agit d'un emboîtement entre la narration et le jeu des personnages. Une fois embarqué, le public ne se pose plus la question de la dissociation des deux. En classe, des activités autour de la notion d'adaptation pourront être proposées aux élèves. On se demandera comment passer du roman au théâtre en opérant des coupes, en procédant à des choix, tout en faisant en sorte que l'œuvre reste recevable et intelligible pour un public. C'est alors à de véritables questionnements dramaturgiques que les élèves se confronteront. En les faisant travailler sur des extraits de romans, il s'agira de les mettre au défi de l'adaptation. Comment fait-on pour mettre en scène à la fois des dialogues et une narration dans un spectacle? Est-ce que c'est simplement dans une adresse directe au public? Est-ce que c'est avec la voix off? Est-ce que c'est au contraire quelque chose qui s'accepte dans le flux continu du jeu? Quels sont les personnages que l'on choisit d'incarner ou pas? Par exemple, dans son adaptation de Thérèse et Isabelle, Marie Fortuit a choisi de ne pas représenter physiquement la mère de Thérèse. En revanche, on en parle. Pourtant, c'est elle qui va séparer les deux amoureuses. Par groupe, les élèves pourraient donc travailler sur des extraits de romans et procéder à une réécriture dans le but d'une mise en voix collective mêlant narration et dialogue. Pouvant aller jusqu'au jeu théâtral, les élèves pourront éprouver la cohérence dramaturgique de leur choix en passant du récit adressé au public au dialogue joué. Il serait intéressant de constituer un corpus de textes croisant les regards sur l'émancipation et la construction de soi qui passe par l'arrachement à un milieu d'origine ou à des assignations genrées. Ainsi, explorer et confronter les œuvres de Violette Leduc, Simone de Beauvoir, Annie Ernaux, Édouard Louis ou encore Virginie Despentes, toutes empreintes d'un matériau biographique essentiel, pourrait être pertinent. Qu'il s'agisse du refus d'une sexualité normative, du rejet de l'injonction à la domesticité,
du décalage ressenti lorsque l'on retourne là d'où l'on vient après avoir fait des études, de la violence qui a abîmé les corps et les psychismes, des liens pourraient être dégagés entre les textes de ces différents auteurs-autrices. La question de l'arrachement à une classe sociale pourrait particulièrement être abordée pour soulever l'idée de rupture qu'elle induit, notamment pour l'un des thèmes de HLP, Humanité, Littérature et Philosophie, en terminale, la recherche de soi. Pour citer la philosophe Claire Marin, rompre serait alors devenir soi. Je cite. « C'est alors moins un sentiment d'identité qu'un sentiment d'imposture qui nous pousse à devenir autre sans forcément savoir réellement où l'on va. C'est d'abord négativement que s'impose la nécessité de la rupture. C'est dans la frustration ou le manque que l'on trouve la force de s'arracher à une existence faite d'artifices. C'est aussi la honte de soi qui pousse à devenir autre. La rupture, quand bien même elle répond à l'aspiration positive de s'affirmer, se révéler, dans une logique d'ascension et une perspective d'authenticité, devenir soi, est aussi teintée de culpabilité, accompagnée d'une impression de trahison. » Fin de citation de Claire Marin dans Rupture, chapitre 3, Devenir soi. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que cette émission vous permettra une agréable entrée dans l'univers de Violette Leduc et dans le spectacle de Marie Fortuit, à qui j'adresse mes chaleureux remerciements pour la conversation que nous avons eue autour de Thérèse et Isabelle, encore en création au moment où cette émission a été conçue. Merci également à Madame Balboni, la direction du lycée Watteau de Valenciennes, où nous avons tourné cette émission alors que nous étions à la recherche d'un lieu pouvant rappeler l'ambiance dans laquelle évoluent les personnages pensionnaires de Thérèse et Isabelle. Pour aller plus loin, vous trouverez des liens utiles vers divers sites et podcasts sur la page de l'émission. Je vous souhaite un bon spectacle et de belles lectures.